Bonsoir. Merci à tous d'être là ce soir. Je suis très heureux de vous recevoir pour cette première conférence des Rendez-vous du Changement cette année. Les Rendez-vous du Changement, la tribune étudiante de Toulouse Business School. Et pour cette première conférence, nous recevons un invité de marque, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Et je vous prie d'accueillir chaleureusement Monsieur Jean-Claude Trichet. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous présenter l'équipe de ce soir qui va présenter la conférence. Donc voici Nicolas, Émeric et je m'appelle Vincent. Alors ce soir on est ravis d'être avec vous car les Rendez-vous de Changement reçoivent Monsieur Jean-Claude Trichet. Donc avant de commencer, Monsieur Trichet, nous tenions une nouvelle fois à vous remercier de l'honneur que vous nous faites d'être parmi nous ce soir. Nous tenions également à remercier l'administration et les services généraux sans qui cette conférence n'aurait jamais pu avoir lieu. C'est vrai. Nous tenions aussi à te remercier, toi, public, d'être venu ce soir nombreux. Donc on peut vous applaudir pour ça déjà. Donc voilà, fini pour les applaudissements. Donc pour commencer, on va faire un petit édito pour vous présenter Monsieur Trichet donc à l'amphithéâtre. Donc attaquons tout de suite dans le vif du sujet. Mais qui êtes-vous ? Alors vous êtes un Lyonnais, vous avez fait vos études secondaires à Lyon avant d'obtenir votre diplôme à l'École des Mines de Nancy. Suite à cela, vous travaillerez 2 ans dans le privé avant de rentrer à Sciences Po, puis à l'ENA. À partir de là, vous allez occuper 2-3 petits postes. 2-3 petits postes que voici. Vous serez affecté à l'Inspection Générale des Finances, à la Direction du Trésor, vous serez nommé secrétaire général du Comité interministériel pour l'aménagement des structures industrielles. Nommé conseiller économique au cabinet du ministre de l'économie, puis du président de la République, président du Club de Paris, directeur de cabinet du ministre de l'économie, directeur du Trésor, président du Comité monétaire européen, gouverneur de la Banque de France. Vous ferez 2 mandats. Président des gouverneurs des banques centrales du groupe des 10, président des banquiers centraux de la Réunion et de l'économie globale, et président du groupe des gouverneurs et responsables de supervision bancaire. Enfin, et heureusement pour moi, vous êtes nommé président de la Banque Centrale Européenne. Donc nous nous excusons d'avance de ne pas avoir intégré le stage de 3e dans ce CV. Entre nous, c'était pas un très très bon stage. Voilà. Mais vous êtes aussi quelqu'un qui a reçu énormément de prix et de distinctions tout au long de votre carrière. Parfois de pays assez surprenants comme l'Équateur ou la Côte d'Ivoire. En revanche, un pays comme la Grèce ne vous a jamais récompensé. On se demande peut-être pourquoi. Vous avez reçu en France, par exemple, la Légion d'honneur. Vous avez été nommé personnalité de l'année en 2007 par le Financial Times. Je pense que vous avez compris. Monsieur Trichet est quelqu'un de très récompensé dans le monde. Alors, parmi toutes ces récompenses et ces prix que vous avez reçus, il y en a un qui nous a beaucoup interrogés, n'est-ce pas ? Alors, c'est le prix que vous avez reçu de la part de l'Académie de la Carpette. Alors, l'Académie de la Carpette, aussi prestigieuse soit-elle, est une académie anglaise qui tous les ans récompense une personnalité qui s'efforce à parler dans la langue anglaise au lieu d'utiliser sa langue natale. Alors, je suppose que ce prix doit être encadré au-dessus de votre cheminée. Je veux dire, le prix de la Carpette, c'est le prix de toute une vie. Je pense que tout le monde ici rêve d'avoir son prix de la Carpette. Faudrait-il encore avoir son TOEIC ? Alors, ce qu'il faut comprendre avec tous ces prix, ces postes que vous avez occupés, c'est que vous êtes mondialement connu. En effet, il y a encore quelques années, il y avait en circulation dans le monde 14 milliards de billets portant votre signature, ce qui fait de vous une personne qui a signé plus d'autographes que Zinedine Zidane, que Johnny, ou encore que Jean-Claude Van Damme, pour ne citer que les plus grands. Alors vous êtes donc un homme de chiffres, mais le public le sait peut-être un peu moins, vous êtes également un homme de lettres. Vous êtes passionné de poésie depuis de nombreuses années. Alors on s'est posé cette question. Quel lien existe-t-il entre le monde de la finance, jugé impitoyable, et le monde de la poésie ? Peut-être trouvez-vous dans la poésie un moyen de vous échapper de ce monde de la finance, ou peut-être trouvez-vous dans la finance un peu de poésie.
À vous de nous le dire. Vous avez aussi été donc quelqu'un de très proche d'hommes de pouvoir, comme Monsieur Balladur, comme Monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Mais vous ne l'avez jamais embrassé pourtant. On connaît certains conseillers qui, eux, ont franchi le Rubicon dernièrement, pour ne pas citer de nom. Donc on s'est posé la question, pourquoi, Monsieur Trichet, n'avez-vous jamais envisagé de devenir ministre, Premier ministre, voire même président de la République ? Et je crois ce soir, mon cher Nicolas, que nous avons peut-être la réponse. Nous croyons sincèrement, Monsieur Trichet, que vous n'êtes pas un homme de représentation, mais un homme d'action. Et je conclurai cet édito par une phrase simple, et pas basique, qui est celle-ci. Vos mains ont servi à bâtir le monde de la finance, et pas seulement à serrer celle des autres. Monsieur Trichet, nous vous remercions encore une fois de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce soir. Voilà, donc à présent, le dito est fini. Nous allons passer aux questions-réponses avec donc, mes collègues. Merci beaucoup. Si vous le permettez, avant peut-être la première question, juste un mot pour dire que je suis très content d'être avec vous. Je suis impressionné de voir que l'amphi est plein et qu'il y en a même qui sont debout, si je comprends bien, ce qui est impressionnant. Je suis heureux d'être chez vous, heureux d'être à Toulouse parce que c'est une ville qui est magnifique. Je la connais parce que je l'ai fréquentée dans des fonctions différentes depuis très longtemps. Je suis administrateur d'Airbus en ce moment, donc j'ai de bonnes raisons d'être à Toulouse régulièrement. Et je suis frappé par le dynamisme, évidemment, de cette ville qui est vraiment très impressionnant. Alors je vais relever juste une petite chose, non pas pour contredire, mais pour compléter ce que vous avez dit. En effet, il me semble qu'il y a un lien, si vous voulez, qui n'est pas un lien négligeable entre la monnaie, l'économie, la monnaie et la poésie. Et le lien est le suivant. On écrit un poème pour qu'il se conserve dans le temps et dans l'espace. Un poème qui a été rédigé il y a 2000 ans, il est toujours là. Il est toujours là avec exactement les mêmes mots. On fabrique un poème pour conserver des mots, des phrases, des strophes, et on les passe, si vous voulez, non pas de main en main, mais de cerveau en cerveau, de récitant en récitant. La monnaie, la pièce de monnaie, disons pour simplifier, elle est censée être inaltérable, elle n'est pas censée voir sa valeur disparaître. Vous reconnaissez le banquier central qui est attaché à la stabilité des prix. Elle passe de main à main, c'est la propriété de tous, d'une certaine manière, la monnaie. Si elle n'est pas crédible, tout le monde voit que la monnaie n'est pas crédible. Si elle est crédible, tout le monde voit que la monnaie est crédible. Mais il y a, voyez-vous, un lien qui n'est pas tout à fait abstrait. Alors bien entendu, en plus, la poésie, ça permet d'échapper, en effet, aux rigueurs, comme vous l'avez souligné, de l'économie réelle, des difficultés, peut-être des crises. Je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. Si vous le permettez, je vais commencer par des questions d'actualité. Si je vous dis Brexit, et plus particulièrement Catalogne, j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que ces deux volontés d'indépendance ne sont-elles pas finalement le témoignage d'une fragilité de l'Union européenne et en particulier d'un projet européen qui n'est pas assez fédérateur ? C'est une bonne question. Quelques commentaires. D'abord, le Brexit, c'est quelque chose de très particulier qui est en effet évidemment dirigé contre l'appartenance à l'Union européenne. Il faut se souvenir, les Anglais n'étaient pas au départ de l'Union européenne. Ils étaient même contre. Ils ont vu qu'on ne pouvait pas empêcher la création de l'Union européenne, qu'on ne pouvait pas empêcher la création d'un marché unique européen ayant une capacité de négociation vis-à-vis du reste du monde. Et quand ils se sont rendus compte que ceci existait bien et qu'il y avait pour eux à être pragmatique et à prendre en compte la réalité, alors ils se sont dit, est-ce que c'est notre intérêt d'entrer dans ce marché unique ou de ne pas entrer dans le marché unique ? Ils ont conclu que c'était leur intérêt d'entrer,
et ils ont décidé d'entrer. Mais vous voyez, il n'y avait pas d'adhésion profonde, il n'y avait pas de l'idée qui existe, me semble-t-il, dans les pays continentaux et aussi en Irlande, que après des siècles de tourmentes, des siècles de guerre civile européenne, l'idée de l'amitié entre les peuples, de l'approfondissement, disons, de l'union entre les peuples, dans beaucoup de domaines, pas simplement économiques d'ailleurs, était une idée forte. Enfin, la réconciliation, par exemple, de l'Allemagne et de la France et de l'Allemagne, est une sorte d'illustration emblématique du lien, si vous voulez, qui s'établissait dans le continent. Les Anglais, me semble-t-il, n'ont jamais eux-mêmes adhéré profondément. Quand je dis les Anglais, je veux dire l'opinion anglaise dans sa majorité, même s'il y a de très grands Européens en Angleterre. Et donc le fait de dire, finalement, nous sommes entrés tardivement, et nous repartons maintenant, est quelque chose qui doit être replacé dans ce contexte historique, me semble-t-il. Je ne crois pas, si vous voulez, et je crois que je peux démontrer que le Brexit n'illustre pas un rejet de l'Europe par tous les Européens. C'est un peu ce que, peut-être, de l'autre côté de l'Atlantique, on considérait volontiers, si vous voulez. L'Angleterre vient de partir. Clairement, il y a un mouvement protectionniste, nationaliste, anti-immigré, populiste, comme on dit, de manière peut-être impropre, si vous voulez. En tout cas, il y a les trois composantes que je venais de dire, qui existent dans tous les pays avancés. Ce mouvement ne peut pas ne pas être contre l'Europe, anti-européen. Et ce qu'on a vu en Europe récemment, ce que vous avez vu, on a tous vu ensemble, c'est que les élections néerlandaises, les élections françaises, les élections allemandes, même si elles sont compliquées, les élections autrichiennes, n'ont pas donné une majorité à un mouvement anti-européen. Dans notre pays, la France, vous vous en souvenez, le second tour, c'était 66-34. Et il me semble que l'une des conclusions tirées par la sensibilité qui a eu 34% au second tour des élections présidentielles, c'était que finalement, ça n'avait pas été un bon calcul que d'être anti-européen et anti-euro. Et on a vu d'ailleurs des dissensions au sein de cette sensibilité politique sur ce thème-là. Est-ce qu'on a eu raison ou tort d'être anti-européen, anti-euro ? Donc, vous voyez, mon analyse est qu'il ne faut pas mélanger les choses. Le Brexit n'était pas l'illustration du fait qu'il y avait un très puissant mouvement anti-européen en Europe. Alors, je ne crois pas du tout que le mouvement régionaliste qui est assez puissant dans un certain nombre de pays soit lui-même anti-européen, très franchement. Il est anti sa propre nation aujourd'hui. Les Écossais, comme vous le savez, étaient très, très farouchement pro-européens. Ils n'ont pas réussi leur référendum. Les Catalans sont pro-européens, très pro-européens. D'ailleurs, où se sont-ils réfugiés ? À Bruxelles. Il me semble que c'est une illustration, là aussi, emblématique du fait qu'ils ne sont pas contre l'Europe. Et d'une manière plus générale, si vous voulez, je crois qu'on peut peut-être dire, alors c'est répondre à votre question d'une autre manière, peut-être dire, en effet, dans la mesure où nous sommes en train de créer, et ceci se confirme en ce moment, une entité européenne forte, puissante, elle affaiblit probablement les nations elles-mêmes, les pays membres, et donc elle donne peut-être des raisons supplémentaires aux régions de réclamer plus de déconcentration, plus d'autonomie, plus de capacité propre, si vous voulez. Et je crois que ça, c'est peut-être incontestable. Enfin, en tout cas, ça demande à être pensé et réfléchi avec beaucoup d'attention. D'ailleurs, c'est vrai que l'Europe reconnaît les langues régionales, que l'Europe, si vous voulez, pousse aussi, d'une certaine manière, à une déconcentration, au moins culturelle. Donc, comme vous le voyez, moi, je suis assez, comment dirais-je, profondément européen. Et donc, j'insisterai en conclusion sur les deux messages. Ceux qui s'attendaient à ce que les Européens montrent
les continentaux, les 27, disons, leur rejet de l'Europe et leur rejet de l'euro se trompaient. Nous venons de leur administrer une réponse assez forte. Et même si je vais plus loin dans le temps avec la Grèce, par exemple, on a évoqué la Grèce tout à l'heure, alors que la Grèce avait clairement voté pour refuser ce qu'on appelait l'austérité, c'est-à-dire un ajustement très difficile, très compliqué, qui était demandé dans une période de crise très grave de la Grèce. Ils ont voté pour ça, mais quand il leur est apparu que ça pouvait dire quitter l'Union européenne et quitter l'euro, abandonner la monnaie unique, alors une très grande majorité du peuple grec a dit non, c'est pas du tout ça que nous voulons. Et le gouvernement qui n'avait pas été élu sur un programme pro-euro et pro-européen, parce que dans une démocratie, il faut bien faire ce que les gens veulent que vous fassiez, a décidé de rester dans l'Europe, dans l'Union européenne, et de rester dans l'euro. Et cela n'était pas non plus prévu par beaucoup d'observateurs extérieurs. Donc vous voyez, ma thèse est que la construction historique de l'euro et de l'Europe est beaucoup plus résiliente, à prouver, si vous voulez, dans la tourmente, dans la crise la plus épouvantable que nous ayons connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, à prouver une capacité de solidité, de résilience qui fait partie, si vous voulez, du monde d'aujourd'hui, sûrement du monde européen d'aujourd'hui, et peut-être parce que c'était quand même, nous étions très visibles depuis le reste du monde. Le reste du monde a vu que l'Europe, contrairement à ce que beaucoup prétendaient ou disaient, était beaucoup plus résiliente et que les Européens étaient beaucoup plus attachés à leur union qu'on ne pouvait le penser. Vous avez parlé de la Grèce. Est-ce que si actuellement la Grèce demandait à entrer dans la zone européenne, la zone euro, il faudrait l'accepter? Vous voulez dire, la Grèce, aujourd'hui, n'étant pas dans la zone euro, si elle demandait à rentrer dans la zone euro, faudrait-il l'accepter? Parce qu'elle est dans la zone euro, comme vous le savez. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Je crois, sur la base de l'ensemble des efforts colossaux qu'elle a fait, et sur la base de sa situation actuelle d'aujourd'hui, je dirais oui. Et j'ai dit oui, si vous voulez, moi-même, en tant que président de la Banque Centrale Européenne, dans des moments où la Grèce n'était pas dans l'état d'aujourd'hui, où elle était dans une situation très très difficile, comme vous le savez. Simplement pour que vous ayez deux chiffres en tête, 15% du produit intérieur brut de déficit budgétaire, 15% du produit intérieur brut de déficit de la balance des paiements courants. Voilà l'état dans lequel était la Grèce au moment où l'ensemble des investisseurs et des épargnants du monde entier ont décidé de ne plus la financer, de ne plus vouloir continuer d'acheter ses treasuries, ses bons et ses obligations du trésor grec. 15%, vous vous rendez compte? On dépense chaque année 15% du produit intérieur brut de plus que ce qu'on gagne, et on demande au reste du monde, donc, de vous financer 15% de votre produit intérieur brut chaque année. Ça veut dire 30% en 2 ans, 45% en 3 ans. En 3 ans, le reste du monde était censé financer la Grèce à hauteur de la moitié de son produit intérieur brut. Quand on est dans une situation pareille, il n'y a pas 36 solutions. Si le reste du monde continue de vous financer, vous continuez, mais en sachant que de toute manière, ça se terminera par une catastrophe. Si le reste du monde vous dit on ne veut plus continuer de vous financer, alors ou bien c'est la catastrophe immédiate totale, et on sait ce que c'est parce qu'on a vu ça dans un certain nombre de pays, notamment en Argentine à un certain moment. Donc c'est vraiment le drame absolu, avec un chômage épouvantable, un effondrement total du produit intérieur brut et de la production réelle. Ou bien on demande à ses amis de voir s'ils ne peuvent pas vous aider à tenir le coup dans une période extraordinairement difficile, le temps que vous reveniez progressivement de moins 15% à moins 10, puis à moins 5, puis à moins 3, puis à 0. Parce que
dans le long terme, il n'y a pas de philanthrope mondial ou d'épargnant mondial, individuel ou collectif, qui soit prêt à donner son argent à fonds perdu indéfiniment. Et aucun d'entre nous ici n'est capable de prendre un engagement pareil. Donc, il faut revenir à une situation plus normale. C'est ce qu'ils ont fait. Et donc j'insiste, si vous voulez, à la fois sur la situation dramatique dans laquelle ils étaient, et on peut réfléchir aux raisons pour lesquelles ils étaient dans cette situation, et aux efforts qu'ils ont faits pour se trouver dans la situation d'aujourd'hui, qui est évidemment, de ce point de vue-là, beaucoup plus soutenable dans une perspective de long terme. Merci. Vous avez évoqué la crise de 2008, donc vous êtes président de la BCE quand cette crise éclate, vous êtes alors au centre du jeu. J'avais une question, comment l'avez-vous vécu, à la fois d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel ? Pour moi, la crise a commencé en 2007, et très précisément le 9 août 2007. C'était l'époque du déclenchement, du déchaînement de la crise des subprimes, qui était, comme vous vous en souvenez, née aux États-Unis, avec des anomalies financières extrêmement graves. Et donc, on a vu à un moment un problème énorme de découverte du fait que des obligations qui étaient censées être de très bonne qualité étaient en réalité de très mauvaise qualité, et que l'ensemble de ceux qui les détenaient allaient être dans des situations tragiques sur le plan du refinancement de leurs propres institutions. Ceci s'est traduit le 9 août 2007 par la disparition de notre propre marché monétaire en Europe. On a eu une telle méfiance entre les différentes institutions financières et une telle demande de dollars. C'était une demande d'euros, si vous voulez, puisque nous étions en Europe, mais pour swapper les euros contre des dollars et donc avoir un refinancement dollar à un moment où la liquidité dollar apparaissait comme s'évaporant complètement. Donc nous avons dû analyser la situation le matin de ce 9 août, conclure en 2h30 qu'on ne pouvait pas laisser notre marché monétaire gigantesque, celui de toute l'Europe, dans une situation de désordre complet, de non-fonctionnement, d'absence de fixation de taux d'intérêt et de transactions. Et donc nous avons décidé de donner de la liquidité à l'ensemble de nos banques sans aucune limite. C'est-à-dire que c'était la première fois, si vous voulez, qu'on décidait qu'aucune banque ne pouvait se retrouver elle-même en manque de liquidité. Et nous pensions que, ce faisant, nous allions permettre à l'ensemble des participants du marché de retrouver une certaine sérénité, en sachant que, de toute manière, ils étaient assurés d'avoir toute la liquidité dont ils avaient besoin. Ils nous ont demandé 95 milliards d'euros. Et nous avons donné 95 milliards d'euros. Ceci a fait l'objet, a été interprété, si vous voulez, dans le monde entier comme une bombe. Parce que 95 milliards d'euros, c'était beaucoup, beaucoup plus que ce que, par exemple, la Fédérale Réserve donnait en liquidité à ses propres banques régulièrement. On était en présence d'un multiple de ce qui était considéré sur le plan mondial comme étant normal. Bien entendu, nos banques avaient demandé beaucoup plus que ce dont elles avaient besoin, mais comme elles ne se prêtaient plus entre elles, chacune d'entre elles demandait le maximum de ce qu'elles estimaient pouvoir avoir besoin à partir du moment où, encore une fois, l'argent ne circulait plus du tout de banque à banque. Ensuite, alors, nous avons eu un certain nombre de phénomènes. On a vu les spreads, les marges dans un certain nombre de marchés augmenter considérablement du jour au lendemain. C'est d'ailleurs des phénomènes, si vous voulez, qui s'apparentent un peu à des phénomènes de transition de phase en physique. Donc du jour au lendemain, on a vu des marges qui étaient quasiment nulles être portées à un niveau de 50, 60, 70 points de base, 0,70%, ce qui est quelque chose d'énorme. Et je dois dire, je n'avais jamais observé ça moi-même. Donc on voyait bien, à partir du 9 août 2007, qu'on était dans un monde potentiellement très turbulent. Et les choses ont cheminé avec des périodes plus difficiles. On a fait une seconde intervention massive
à la fin de l'année pour être bien sûr que tout notre marché aurait de la liquidité en fin d'année 2007. Et on nous a demandé quelque chose comme 500 milliards d'euros en un coup, comme ça, pour être toutes les banques voulant être sûres qu'elles auraient toute la liquidité en fin d'année. Bref, les choses ont continué cas un cas avec un certain nombre de signaux négatifs qui nous étaient donnés, mais aussi en même temps un certain nombre de réajustements des appréciations de risque, d'appréciation de primes de risque dans les marchés mondiaux, jusqu'au dépôt de bilan de Lehman Brothers. Alors là, dépôt de bilan de Lehman Brothers, 15 août 2008, c'est la date que vous aviez choisie pour le déclenchement de la crise mondiale, que j'ai déjà qualifiée de crise la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et là, alors, effectivement, on a eu le déclenchement immédiat, grave et immédiat, d'une crise qui mettait en danger la totalité du système financier des pays avancés. Pas des pays émergents, et je reviendrai là-dessus sûrement dans le cadre de vos questions, parce que là, on avait vraiment la crise des grands pays industrialisés, nés à Wall Street, à la fois pour les subprimes et pour Lehman Brothers, avec menace d'effondrement du château de cartes financier, car l'ensemble des opérateurs, de ceux qui prennent les décisions dans le monde, à partir du moment où ils voyaient que Lehman Brothers pouvait déposer son bilan, ils en concluaient que toute institution pouvait déposer son bilan, donc il ne fallait pas rester en risque sur une institution financière américaine ou européenne, ou appartenant à quelques pays avancés que ce soit. La contagion, si vous voulez, a opéré en quelques demi-journées. Et comme je le disais, la bonne métaphore était celle du château de cartes qui était en train de s'effondrer. Alors c'est évidemment quelque chose de terrible que de vivre des moments pareils. Pour moi, pour Ben Bernanke aux États-Unis, pour l'ensemble de nos collègues, c'est très dur, très difficile, très pénible. Et puis, il faut prendre des décisions. Et ce n'était pas très facile dans l'instant. D'abord parce que nous voyions que le château de cartes s'effondrait complètement, mais nos opinions publiques ne le voyaient pas. Nos concitoyens ne le voyaient pas, ni aux États-Unis, ni en Europe. Et c'est difficile de prendre des décisions très audacieuses si elles ne sont pas comprises par vos concitoyens. Dans une démocratie, c'est très difficile. Et puis, c'était même pire que ça. L'exécutif américain, le gouvernement américain, ayant pleine connaissance, évidemment, du fait que Lehman Brothers allait déposer son bilan, ayant décidé qu'il ne pouvait pas politiquement empêcher le dépôt de bilan de Lehman Brothers, le gouvernement américain, le Trésor américain, avait tendance à dire ce qui vient de se passer est tout à fait normal. On n'est pas en Union soviétique, on est aux États-Unis. Les États-Unis sont un pays qui a une économie de marché. Une économie de marché, dans une économie de marché, il y a des dépôts de bilan. Si vous voulez ne pas avoir de dépôt de bilan, alors allez en Union soviétique. On a vu ce que ça donnait. Et c'est un raisonnement qui se tient. Sauf quand le château de cartes s'effondre. Et c'est là, si vous voulez, que les banquiers centraux, je crois, ont été ultra utiles parce que nous avons vu que tout ça s'effondrait et nous avons décidé immédiatement de voir entre nous ce que l'on pouvait faire pour rassurer aussi complètement que possible l'ensemble des institutions financières des pays avancés en leur disant « vous aurez, comme on l'avait fait nous-mêmes en août 2007, vous allez avoir toute la liquidité dollar, puisque c'était le dollar qui s'évaporait complètement, dont vous avez besoin. » Donc nous créons un système mondial de swap de monnaie, c'est-à-dire d'échange possible de monnaie, dollar contre, enfin euro contre toutes les autres monnaies, dollar contre toutes les autres monnaies. Et nous allons permettre à nos banques d'obtenir la monnaie qu'elles désireront avec les garanties qu'elles ont sous la main, essentiellement évidemment des garanties dans leur monnaie nationale.
En d'autres termes, chez nous, nous disions à nos banques, vous avez des garanties que vous pouvez nous offrir en euros, très bien, on va vous donner des dollars en échange de ces garanties en euros, parce que la Fédérale Réserve nous prête ces dollars dans le cadre de ces accords de swap. Et nous avons publié notre riposte le jeudi matin qui a suivi le lundi du dépôt de bilan de Lehman Brothers. Donc vous voyez, on a eu la capacité de rassurer l'ensemble des décideurs du monde entier dans un espace de temps de négociation extrêmement restreint, parce que en fait, on a commencé à travailler le lundi après-midi, à un moment où, comme je l'ai dit, le discours officiel demeurait « c'est tout à fait normal ». Et puis on a travaillé le mardi toute la journée, le mercredi matin, et on a peaufiné le mercredi après-midi les termes de référence des communiqués qui ont été publiés simultanément dans toutes les capitales des pays concernés, c'est-à-dire à Washington et New York, à Francfort et en Europe, à Londres, à Tokyo, et aussi les signataires comprenaient aussi la Banque de Suède et la Banque de Suisse, pour bien montrer que l'ensemble, disons, des marchés significatifs des pays avancés était bien pris en compte. Bien entendu, avec l'euro et la Banque centrale européenne, on avait l'ensemble des membres de la zone euro. Et ensuite, alors, ça c'était la première décision que nous avons prise, si vous voulez, immédiatement après Lehman Brothers. J'ai compté ensuite 13 ou 14 décisions dans le mois qui a suivi, prises par la Banque centrale européenne, dont une très importante décision prise sur le plan mondial qui a consisté à avoir la même baisse de taux d'intérêt dans tous les grands pays avancés pour montrer, si vous voulez, confirmer qu'il y avait une coopération totalement intime entre les pays avancés. Et alors, vous me dites sur le plan personnel, sur le plan personnel, si vous voulez, ce sont des périodes dans lesquelles on est sous tension très forte. La nature humaine est ainsi faite que lorsque vous êtes sous tension très forte, vous avez de l'adrénaline qui vous vient grâce à des mécanismes physiologiques. Donc, nous avons tenu, mes collègues et moi-même. C'est vrai que ce sont des périodes très complexes où il faut avertir les gouvernements que la situation est gravissime, alors que certains ne le voient pas encore parce qu'ils n'ont pas de grands marchés dans leur pays ou parce que peut-être la contagion est plus lente à atteindre certaines places financières que d'autres. Si vous voulez, Londres a été évidemment atteint immédiatement par les turbulences de New York. C'était moins visible peut-être en Italie, ou même moins visible, un peu moins visible à Berlin, qui est elle-même loin de Francfort. Et puis les opinions publiques, elles, avaient évidemment chacune leur manière d'interpréter les choses, y compris aux États-Unis. Et le paradoxe, si vous voulez, c'est que, donc je vous parlais d'événements du 15 septembre, le Trésor américain s'est retrouvé avec le sentiment qu'il fallait absolument lancer, non seulement, bien entendu, ou prendre note, disons, de la riposte des banques centrales, mais aussi prendre des mesures mobilisant l'argent public américain. Et donc, il y a eu un programme qu'on a appelé le programme TARP. Ce programme a été refusé dans un premier temps. Il a été proposé un vendredi, 15 jours à peu près après le 15 septembre. Le gouvernement américain n'a pas pu obtenir une majorité au Congrès, alors même que, je vous l'ai dit, on avait l'impression que le monde entier s'effondrait, mais l'élite politique américaine ne le voyait pas encore, et en tout cas pensait que le peuple américain n'accepterait pas de mettre à peu près $1 trillion, 1000 milliards de dollars, pour sauver les fat cats de Wall Street. Et donc, ils ont refusé. Et il a fallu une semaine supplémentaire pour que les démocrates et les républicains, ensemble, voyant le Dow Jones s'effondrer, la bourse s'effondrer totalement, ont conclu qu'effectivement, le problème pour les États-Unis était dramatique
et qu'il fallait donc accepter ce programme considéré dans un premier temps comme étant démesuré. Donc, j'en conclus, si vous voulez, l'énorme difficulté que nous avons tous lorsqu'il y a des événements dramatiques, imprévus, qui se manifestent, d'éviter le pire. Au total, on a évité le pire. Le pire, c'était, si vous voulez, la Grande Dépression de type 1929-1930 du siècle précédent. On n'a pas évité une grande récession et donc des problèmes considérables qui font sentir leurs effets encore aujourd'hui, bien sûr. Vous parliez justement des effets qui se font ressentir aujourd'hui. Vous avez dressé un constat assez sombre début novembre dans le magazine Le Temps. Je vous cite, « Nous sommes plus vulnérables à une crise financière aujourd'hui qu'en 2008. » Pouvez-vous nous en dire plus ? Je ne sais pas si j'aurais retenu exactement ce titre, qui est effectivement assez dramatique, mais je vous explique le titre. On sait évidemment tous, et quand je dis tous, je veux dire les décideurs, les banquiers centraux, les économistes, sur la raison pour laquelle on avait eu à faire face à une crise systémique aussi gravissime en 2007-2008. Et parmi les causes de la crise, si vous voulez, il y avait, si je résume, des causes de type associées, disons, aux évolutions de la science et de la technologie. Les progrès faits dans le domaine de la, comment dit-on, ICT, Information Technology et Communication, ont eu un impact absolument gigantesque dans la création d'une interconnexion généralisée entre les marchés, entre les institutions, une sorte de contagion, si vous voulez, ou d'interconnexion en temps réel à la vitesse de la lumière. La capacité de calcul a permis de créer des nouveaux instruments financiers ultra sophistiqués. Les dérégulations qui avaient été la marque, si vous voulez, de la période, en gros, des années 90 et de la première moitié des années 2000, avaient elles-mêmes joué un très grand rôle en augmentant la vulnérabilité du système et en éliminant un certain nombre de garde-fous. On avait aussi probablement l'effet très puissant de la globalisation au sens de la conversion à l'économie de marché de la quasi-totalité des économies du monde, y compris de la Chine, y compris de la quasi-totalité des pays émergents, qu'au cours de la période, d'ailleurs, on n'appelait plus pays en développement, mais pays émergents. C'est une période pendant laquelle vous vivez avec les dénominations actuelles. Moi, j'ai encore en tête les dénominations d'avant, qui étaient pays industrialisés, pays en développement. Progressivement, c'est apparu comme étant tout à fait inapproprié, parce que les pays en développement devenaient puissamment industrialisés, et même plus industrialisés à certains égards que les pays avancés, qu'on n'appelait plus pays industrialisés, mais pays avancés. Et les pays en développement étaient devenus eux-mêmes les pays émergents, au sens, donc, rattrapant extrêmement vite les pays dits avancés. Donc tout ça a joué un rôle dans l'interconnexion généralisée des marchés et la contagion, la rapidité des contagions auxquelles on a pu assister sur le plan mondial. Mais il y avait une autre dimension de la crise qui était tout simplement le surendettement. Les subprimes, c'était un surendettement colossal, avec en plus une supercherie consistant à qualifier de très bonnes signatures des signatures mauvaises ou très mauvaises. Mais au total, on avait observé dans les, mettons, 7-8 années qui ont précédé la crise, un accroissement de l'endettement mondial, public et privé, en proportion du
PIB mondial. Alors vous avez plusieurs calculs qui sont faits. Le FMI n'a pas les mêmes calculs que ceux qui étaient faits à l'époque par un groupe dit groupe des 30 que je présidais. Mais si je prends mes chiffres, si vous voulez, on était passé de à peu près 250% du produit intérieur brut mondial en endettement total en l'an 2000 à 275 en 2007-2008. Donc vous voyez, plus 25% du produit intérieur brut mondial ajouté à l'endettement total public et privé au niveau mondial. 25%, c'est beaucoup. Et c'est évidemment pas soutenable à long terme. On sent bien qu'il y a là quelque chose qui est dangereux et un indicateur qu'il est intéressant de suivre. Alors vous allez me dire, oui, bien sûr, après la crise, alors on a vu stagnation de cet indicateur en proportion du PIB mondial. L'endettement mondial total n'a pas augmenté. C'est ce à quoi on pourrait s'attendre, hein, puisque l'endettement était cause d'une crise extrêmement grave. Eh bien, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. On a continué d'accumuler de l'endettement après la crise, au même rythme qu'avant la crise. Plus 25% de plus du PIB mondial au cours des 8 années, disons, qui suivent 2008, de 2008 à 2016. Ce sont des ordres de grandeur. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce possible ? Alors c'est possible parce qu'au niveau mondial, clairement, on a un problème de marche de l'économie mondiale qui n'est pas soutenable à moyen long terme. Et ceci explique le titre. D'une certaine manière, on est dans une situation qui est en effet plus mauvaise encore sur le plan mondial que celle qu'on avait en 2008. D'un autre côté, ce n'est pas tout à fait la même chose lorsqu'on regarde les contributions de chacun. Avant la crise, disons, les pays dits avancés contribuaient à l'augmentation de l'endettement mondial beaucoup plus que les pays dits émergents. La proportion était peut-être 80-90% pour les pays avancés, seulement 10-15% pour les pays dits émergents. Après la crise, ça devient du 50-50. Donc on voit que les pays avancés, ayant été eux-mêmes à l'épicentre de la crise, ont abaissé assez considérablement leur propre endettement, enfin en tout cas l'accroissement de leur endettement. Mais ils sont passés, si vous voulez, d'une contribution de 90% à une contribution de 50%. C'est pas négligeable, mais ils ont continué de s'endetter. Et les pays émergents, eux, alors ont fait exploser leur endettement en passant de, je simplifie, de 10% à 50%. Ce qui donne à penser que si et quand, le cas échéant, on aura un nouveau déclenchement de crise, il est très possible qu'ils viennent des pays émergents et plus des pays avancés, comme cela a été le cas jusqu'à présent. On va voir. En tout cas, je crois qu'il est normal que quelqu'un comme moi, qui a vécu en effet la crise dramatique de 2007-2008, puisse dire « faites très attention », parce que nous continuons d'avoir un système mondial qui ne va pas dans le sens de la stabilité, qui va dans le sens d'une instabilité potentielle très importante, quelque effort que l'on fasse, et on a pourtant fait, il faut bien le dire, beaucoup, beaucoup d'efforts. Voilà, vous avez l'explication. D'accord, merci. Vous êtes en... Est-ce que c'est ce surendettement massif de certains pays n'est-il pas dû au change flottant, finalement ? Est-ce que ça ne pourrait pas expliquer le surendettement massif de certains pays ? Je vais redire, c'est une très bonne question. Je crois que là aussi, c'est forcément multidimensionnel. Donc, il y a à l'évidence, dans chacun de nos pays, pays avancés et pays émergents, une incompréhension du fait qu'il n'est pas normal d'avoir un endettement qui continue d'augmenter indéfiniment. Je mets la France dans ce groupe de pays. En France, comme vous le savez certainement, on continue bien entendu de faire des déficits
important sur le plan public, donc d'accroître l'endettement de manière importante, et d'accroître l'endettement jusqu'à présent, je dois dire, en proportion du PIB, plus que, en augmentant encore cet indicateur, si vous voulez, de PIB. On est passé dans la période post-crise de l'endroit où on était, dont j'ai plus la mémoire très exacte, à 100% du produit intérieur brut. Donc une évolution extrêmement mauvaise, que l'on peut comprendre en partie, mais qui devient inadmissible aujourd'hui. Et vous avez vu peut-être qu'on se fait admonester par les institutions européennes pour ne pas faire assez attention à notre endettement public. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Mais comment faire ? Les pays sages décident de diminuer leurs dépenses publiques et, le cas échéant, de s'ajuster de sorte qu'il n'ait plus d'accroissement de leur endettement public en proportion du PIB. C'est ce que nous devons faire à l'évidence maintenant. Un certain nombre de pays le font, beaucoup ne le font pas. Et donc, il y a un problème de communication là très important. En ce qui concerne les États, c'est clair. En ce qui concerne le secteur privé, on a aussi un accroissement de l'endettement du secteur privé, je l'ai dit, qui galope complètement dans les pays émergents et qui continue, si vous voulez, de s'accroître dans un certain nombre de pays avancés. Et là, alors, c'est vrai que dans les pays avancés, il y a beaucoup de... L'environnement, si vous voulez, souvent favorise l'endettement parce que les intérêts sont déductibles, etc., quand il y a des taux d'intérêt, mais favorise l'endettement plutôt que le financement par le capital, par des actions. Et donc, il faut probablement revoir l'environnement juridique et fiscal de manière à ce que l'on privilégie plus, si vous voulez, les financements à titre définitif au détriment des financements sous forme de prêts, parce que les financements sous forme de prêts sont beaucoup plus dangereux. Ça, c'est donc deux dimensions que je vous soumets qui peuvent expliquer ce que l'on observe. Alors, il y a aussi, bien entendu, la dimension, dans le fond, que l'on observe un petit peu dans le domaine de l'environnement. Si vous voulez, les pays émergents disent, vous êtes bien gentils, vous dites qu'il ne faut plus augmenter l'endettement mondial, mais nous sommes encore en retard sur votre propre endettement. Donc, acceptez que dans cette période de rattrapage, nous essayons de continuer, si vous voulez, de nous endetter pour arriver approximativement au niveau qui est le niveau moyen des pays avancés. Vous imaginez bien qu'un pays comme l'Inde, ou qu'un pays comme la Chine, ou que tous les pays émergents, dans la mesure où ils sont encore en dessous du niveau d'endettement des pays avancés, peuvent tenir un raisonnement de ce genre. Et bien entendu, il faut le prendre en compte. C'est un raisonnement exactement de type environnemental, comme je l'ai déjà dit. Alors, est-ce que le système monétaire lui-même joue un rôle important pour aller dans le sens de l'endettement ? Je crois qu'on peut probablement dire oui partiellement, dans la mesure où les États-Unis eux-mêmes, qui ont la principale monnaie de réserve, de loin, continuent de s'endetter de manière imperturbable. Ils ont en permanence un déficit structurel de leur balance des paiements. Donc, ils demandent au reste du monde de leur prêter de l'argent. Et donc, ils contribuent, ce faisant, si vous voulez, à un accroissement supplémentaire de l'endettement mondial, de leur propre endettement et de l'endettement mondial. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est le système monétaire international qui est responsable de ça ? Comme vous savez, il n'y a plus de privilège juridique donné au dollar dans le système actuel. Le privilège rémanent, c'est simplement que c'est une très grosse économie, que ces marchés financiers sont extrêmement liquides et extrêmement profonds, même s'ils peuvent être eux-mêmes incroyablement turbulents, comme on l'a vu en 2007-2008. Et spontanément, le reste du monde dit j'aime bien avoir des dollars, j'aime bien avoir des créances libellées en dollars, y compris des créances libellées en dollars sur le Trésor américain. Vous voyez, donc je suis un peu
nuancer sur les responsabilités du système. Une des anomalies, enfin une des bizarreries de la période de crise que nous avons connue, c'est que nous n'avons pas eu de crise monétaire au sens crise d'échange. Aucun drame, si vous voulez, pour le dollar, up and down, aucun drame pour l'euro, aucun drame pour aucune autre monnaie. Je redoutais, je dois dire, moi-même, dans cette période très, très difficile, très compliquée, et où tout devenait possible, je redoutais que nous ayons, en plus de toutes les crises financières que nous avions, en plus une crise d'échange monumentale. On ne l'a pas eu. Et pour le moment, si vous voulez, le système monétaire international se comporte comme si, finalement, un certain équilibre avait été trouvé autour des valeurs actuelles. Et je parle là aussi bien du dollar, de l'euro, que du renminbi, la monnaie chinoise. Ça ne veut pas dire que tout ça va être stable indéfiniment. Et je suis convaincu qu'il y a des instabilités potentielles très importantes. Mais voyez-vous, je dirais, considérons la menace de crise monétaire, de crise de change très grave, comme étant réelle, au même titre finalement que la menace d'une nouvelle crise financière de type 2007-2008. Mais je ne ferai pas de lien fort, si vous voulez, entre le système monétaire international et ce phénomène que nous avons observé d'accroissement perpétuel de l'endettement. Naturellement, au moment où le dollar des États-Unis devient moins crédible et où son avantage comparatif et l'avantage comparatif de ses marchés par rapport au reste du monde devient moins visible, alors on est dans un monde différent et peut-être, en effet, une partie de l'endettement mondial supplémentaire serait-il plus difficile à accumuler. Merci. Nous vous remercions. Nous allons donc passer aux questions du public. Alors, est-ce que le public a des questions ? Oui, on a une question ici. Alors moi j'ai une question à vous poser. On est aujourd'hui dans un système où il y a une nouvelle monnaie qui émerge. Ici, pardon, monsieur Trichet. On a l'émergence du Bitcoin, où on passe aujourd'hui de plus de 100 euros le Bitcoin en 2012. Et on est à plus de 7000 euros le Bitcoin aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'ancien gouverneur de Banque centrale ? Du mal. Du mal en tant que monnaie. Vous savez, Aristote disait, et je crois qu'on n'a pas trouvé mieux pour qualifier une monnaie, bonne monnaie, disons. Il disait, ce doit être un bon instrument de compte, ça doit être un bon instrument d'échange, et ça doit conserver bien la valeur. Alors, le libellé de votre question me montre que la valeur n'est pas bien conservée, puisqu'on est passé de quelques centaines à quelques milliers, et puis on sait très bien qu'il y a une opération spéculative monstrueuse en cause en ce moment, et qu'on pourrait très bien redescendre à des niveaux beaucoup plus modestes. Donc on est typiquement devant le cas spéculatif, si vous voulez, de la tulipe néerlandaise ou de l'immobilier, y compris de l'immobilier américain que l'on a vu en 2007. Donc je pense beaucoup de mal du Bitcoin en tant que monnaie. Ce n'est pas une monnaie, et on ne devrait pas appeler ça une monnaie. En revanche, on peut s'interroger, si vous voulez, très sérieusement sur ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est le blockchain. Et le blockchain, si j'ai bien compris, c'est la capacité, à partir du moment où on dispose d'énormes capacités de calcul, d'avoir des registres complètement décentralisés, déconcentrés. Et le Bitcoin n'existe, là aussi, si j'ai bien compris, mais je suis sûr qu'il y a des spécialistes du Bitcoin, j'espère pas des spéculateurs, mais des spécialistes dans la salle. On récompense les miners, c'est-à-dire ceux qui font des calculs extraordinairement compliqués et difficiles, en leur donnant des bitcoins. Et donc c'est comme ça, si vous voulez, qu'on récompense ceux qui participent à ce système de blockchain en étant eux-mêmes, si vous voulez, les garants
du fait que le registre est parfait et que personne ne peut modifier le registre, modifier les transactions qui ont été accumulées en chaîne sur le blockchain. Donc je dirais, pour conclure, Bitcoin lui-même extrêmement dangereux. Je n'ai cité que les aspects spéculatifs du Bitcoin, mais bien entendu, le Bitcoin peut aussi servir à l'argent de la drogue, à l'argent du crime organisé, à l'argent du financement du terrorisme, bien entendu à faire des transactions qui ne sont pas soumises à impôts, etc. Donc il y a toutes sortes d'aspects qui doivent être bien compris et gérés par les autorités, entre guillemets. D'un autre côté, peut-être qu'il y a une utilisation possible de l'idée géniale du blockchain pour avoir des systèmes garantissant que les enregistrements des transactions, dans tous les domaines d'ailleurs, pas simplement dans le domaine financier, peuvent être absolument certaines, sûres et de manière décentralisée, déconcentrée et non pas totalement centralisée dans une machine centrale. Donc je reste ouvert, comme vous voyez, sur la technologie. Je suis très, très hostile au Bitcoin en se qualifiant lui-même de monnaie. Mr. Trichet, thanks very much for coming today. It's a pleasure. Please allow me to speak in English, although I do Yes, of course. Although I do understand French perfectly. My question was related to today's asset prices, which have gone up considerably over the last couple of years. It was probably due to the accommodating monetary policy. So my question to yourself is, do you think assets are overpriced? And my second question is, do you think these assets, the value will burst in the next few years? My third question is, do you think that central bankers will be able to increase interest rates in an orderly fashion? Thank you. Again, a very good question. First of all, I think that depending on various markets and depending on various sectors, if you look at historical records, clearly the price-earning ratio in many exchanges are very high, or at the highest level observed in the past. When I say that to my friends, including in the US, they very often are telling me, look, don't trust that, this is a real market. When we have any new information on corporate X or corporate Y, you see immediately the correction, so don't trust that there is a herd behavior that is explaining everything. No, it's more complex, and the market is really taking into account all the information available at any moment. Yeah, the regular efficient market theory. Frankly speaking, I don't buy that. And I think that we have a phenomenon which is undeniably over-assessment of a number of prices. It's more the case in the US, probably in Europe, even if you have, of course, contagion and links that could operate. If there is a correction here, there will be a correction there. I don't pronounce myself on other markets like emerging markets, but again, I think that vigilance and great attention is of the essence, and I would be very surprised that the market would continue to grow up to the sky. I mean, no trees are growing up to the sky, and so at a certain moment there will be a correction. So first question, yes, there will be a correction. Nobody can tell you when the correction will operate, and those who would know when the correction will operate will make a lot of money. That would be a fantastic way of making a lot of money. As regards the responsibility of the central banks, I would say that yes, there is a responsibility of the central banks. When we were at the verge of the total collapse of the system, and when we were at the verge of the Great Depression, to avoid massive unemployment by dozens of millions, 29 like,
was a must, an absolute must. And so it was for good reasons that the Fed, the ECB, but the ECB in my time it was a different case because we were concentrating on the countries that were in difficulty. But to fight against, the immediate and grave threat of a drama for our fellow citizens was, I take it, a must. The consequence was truly that some assets would be pushed up, the wealth effect operating to stabilize the economy and avoid the Great Depression. And my friend Ben Bernanke, who has been criticized a lot for embarking on those bold move of the central banks, has a response which seems to me the good one. What would you prefer? What is the counterfactual? And one of the difficulty we have, of course, is that to the extent that we avoided the Great Depression, the counterfactual is visible perhaps for the central bankers, perhaps for a number of economists, but very difficult to, figure out for the general people because we had no drama, absolute drama like a Great Depression. So that was probably the second question. The third question was, could you remind me the third question? Do you think that central bankers will be able to return to a normal monetary policy in an orderly fashion without causing trouble, essentially? It is the working assumption. The working assumption is we are doing a lot of things that would be reversed progressively, accompanying the going back to normal of our real economies. And take the US, they had QE, QE1, QE2, QE3. They embark on tapering. Tapering, you know what it means. It's progressively you are reducing the level of the water which goes out of the tap. Peut-être, je peux tourner peut-être vers le français, parce qu'on était vraiment... vous aviez des questions très appelant des réponses un peu circonstanciées. Donc, on a vu le début de la diminution des acquisitions de treasuries et des obligations négociables. Puis, ils ont interrompu complètement les achats nets. Puis, ils ont dit on commence à à réduire, disons, notre portefeuille de 4 000 milliards de dollars que nous avons dans notre balance sheet, dans notre bilan. Et on est maintenant exactement à cette période-là pour les États-Unis. Donc, ils commencent de diminuer, maintenant, en ce moment, au moment où nous parlons, ils commencent de diminuer la taille de leur bilan. Par ailleurs, comme vous le savez, ils ont déjà augmenté les taux d'intérêt, ils ont la perspective de les augmenter encore en décembre. Tout le monde considère qu'il y a 95 chances sur 100 qu'ils augmentent les taux d'intérêt en décembre. Et puis, on verra l'année prochaine s'ils augmentent les taux d'intérêt 2 fois, de 0,25, ou 3 fois, ou seulement une fois. Bon, on va voir. En tout cas, ils sont en train de donner la réponse à votre question. Nous sommes de plus en plus satisfaits par le comportement de l'économie américaine. Nous sommes complètement sortis d'une période où nous craignions la déflation. Nous avons maintenant une inflation qui est beaucoup plus convenable et beaucoup plus proche de notre définition de la stabilité des prix. Et nous nous redonnons progressivement les moyens d'avoir la capacité de bouger à nouveau en matière de taux d'intérêt, parce que nos taux d'intérêt seront quand même largement au-dessus de zéro. Et par ailleurs, évidemment, la question de savoir à quelle vitesse le bilan va diminuer est une question ouverte. Il y a plusieurs écoles, d'ailleurs. Il y a ceux qui disent qu'il est normal, finalement, aujourd'hui, qu'une banque centrale continue d'avoir un énorme bilan. D'autres auraient tendance à dire que c'est pas normal, ça continue de dénoter des défauts graves dans les économies avancées. J'appartiens plutôt à cette seconde
seconde école. Nous sommes en retard, clairement, mais pour des raisons qui sont très facilement compréhensibles. On a eu la même crise au même moment, donc on devrait être synchronisés. Simplement, on n'a pas dit un mot de la crise des risques souverains en Europe. La Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, qui sont des crises gravissimes intervenues après Lehman Brothers en 2010, 2011 et même s'intensifiant en 2012. Donc il n'est pas anormal que nous ayons un décalage, si vous voulez. Notre décalage est de l'ordre de 3 ans, 4 ans. Et donc, nous n'en sommes nous-mêmes qu'au début du tapering, alors que les Américains ont fait beaucoup de progrès, si je puis dire, dans le retour à la normale depuis. Quant aux Japonais, ils sont encore beaucoup plus loin que nous dans la perspective de revenir à une situation normale. Et vous voyez, je maintiens mon sentiment que, au total, l'hypothèse de travail selon laquelle on va progressivement revenir à une situation normale et que les banques centrales, évidemment, vont accompagner ce retour à une situation normale en revenant elles-mêmes à une situation normale, je pense que cette hypothèse de travail reste fondée. Ceci dit, je sais ce qui arrivera si nous avons à nouveau une crise très grave, pour quelque raison que ce soit, et quel que soit le détonateur de la crise. À ce moment-là, nos banques centrales se retrouveront avec peu d'armes, parce que peu de taux d'intérêt à diminuer, une capacité évidemment formidablement réduite d'intervenir quantitativement, et on dira, c'est votre laxisme accumulé depuis 2007-2008 qui nous a conduit à la nouvelle crise. Vous êtes totalement impardonnable. Ce seront des scapegoats idéales. Et donc je crois que ça les rend d'autant plus fondés à dire à l'ensemble des gouvernements, des parlements, des partenaires publics et privés, nous ne sommes pas à nous tout seuls responsables de tout. Vous avez votre boulot à faire. Vous continuez d'avoir un endettement qui galope et ne nous imputez pas cet endettement qui galope. C'est pas nous, c'est dans une très large mesure l'environnement général dans lequel vous placez vous-même vos agents économiques ou votre propre État. Nous avons à lutter contre une inflation trop faible, ce qui est quand même un peu paradoxal pour des banquiers centraux, mais c'est bien le cas au Japon et en Europe. Or, vous êtes responsables, vous, partenaires sociaux, gouvernement, parlement, dans une certaine mesure, de cette inflation trop faible. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais il y a des effets pervers, naturellement, aux politiques monétaires que nous menons. Donc, vous devez être beaucoup plus responsables. C'est ce que disent plus ou moins toutes les banques centrales. Je pense qu'il faut insister encore beaucoup plus sur le message à adresser au gouvernement, au Parlement, aux partenaires sociaux, au secteur privé. Beaucoup, beaucoup plus. Et je serais ennuyé que lorsque la nouvelle crise arrive, les gouvernements puissent dire « mais vous ne nous aviez pas dit qu'on était dans une situation aussi dramatique. Où sont vos messages ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Encore une fois, elles le disent toutes. Ce que je viens de dire, il est dit par la Banque centrale européenne, il est dit par la Banque centrale américaine. C'est peut-être le relais de communication qui ne fonctionne pas. À vous d'apprécier, en tant que citoyen. Ne pensez-vous pas que la sortie de l'Union européenne, de l'euro avec une dévaluation, même s'il y a une augmentation de la dette à court terme, il y aurait un retour à la souveraineté monétaire, on serait plus compétitif et on pourrait faire face au dumping chinois. Qui ont La France. Écoutez, d'abord, il faudra que vous convainquiez les gens. Ça compte. Les gens sont contre, dans la proportion de 72%, si je me réfère au dernier Eurobaromètre européen. À peu près, d'ailleurs, comme les Grecs étaient contre.
alors qu'ils avaient évidemment beaucoup plus de raisons de penser que peut-être ils pourraient retrouver ainsi une compétitivité coût plus importante. Donc, vous ne serez pas surpris que je partage le sentiment de notre peuple, de nos concitoyens. Je pense que ce serait tout simplement, si vous voulez, admettre que nous ne pouvons pas arriver à avoir une situation normale, nous conduisant nous-mêmes au plein emploi et à la stabilité d'une économie raisonnablement prospère. C'est sur nous-mêmes qu'il faut travailler. Demander son salut, si vous voulez, de la dévaluation permanente, ou demander son salut de la sortie, ce qui revient au même, comme vous l'avez dit vous-même, bien sûr, de la dévaluation, c'est abandonner, finalement, ses responsabilités. Par ailleurs, n'oubliez pas que vous parlez de quelque chose qui devient très abstrait. Depuis quand avons-nous, en fait, la même monnaie que les Belges, les Néerlandais, les Luxembourgeois, les Autrichiens, les Allemands, et je m'arrête là pour un moment. Depuis quand? Est-ce que vous savez depuis quand? C'est une autre manière de poser la question, sachant que nous avons fusionné le franc, le DM et les autres monnaies au niveau de leur cours pivot dans le mécanisme de change européen au début de l'année 1999. Sachant cela, à quel moment situez-vous le dernier réalignement franc-marque, franc belge, florin néerlandais, etc. Est-ce que vous savez? Non? Alors, je vous le donne. Janvier 87. Depuis janvier 87, c'est-à-dire, sauf erreur de ma part, 12 ans avant l'euro, qui a réellement commencé en janvier 99, donc 12 ans avant l'euro, nous étions dans un mécanisme de change qui avait des cours pivots qui n'ont pas changé. Ça n'a pas changé depuis janvier 87. Donc, nous sommes plongés, si vous voulez, dans un univers de monnaie fixe ou quasi fixe depuis très longtemps. Et nous avons commencé l'euro alors que nous étions déjà en change de facto fixe avec les Allemands. Nous avons commencé l'euro avec une compétitivité supérieure à celle des Allemands, une balance des paiements courants excédentaire, alors que les Allemands avaient une balance des paiements courants déficitaire. Nous avions des évolutions de chômage qui étaient meilleures que celles des Allemands. Et moi, quand j'ai été président de la Banque Centrale Européenne en 2003, tout le monde me disait comment est-ce qu'on peut gérer la zone euro avec une Allemagne qui est l'homme malade de l'Europe. C'était ça que j'entendais. Alors moi, je savais que les Allemands faisaient des progrès année après année, qu'ils avaient en particulier une maîtrise de leurs coûts qui leur permettait de regagner de la compétitivité régulièrement. Conclusion, gérons-nous aussi bien que possible avec comme objectif premier plein emploi. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si nous savions ce que nous voulons, à savoir le plein emploi, il y a des tas de problèmes qu'on ne se poserait pas parce qu'ils ne correspondraient pas à l'objectif premier. L'objectif premier en ce moment dans notre pays, c'est d'arriver au plein emploi, donc à la meilleure compétitivité coût possible et avec tout ce que cela entraîne comme conséquence. Bien entendu, l'une des conséquences ne fait pas grand plaisir à beaucoup, ça veut dire modération générale des coûts dans l'économie. Ce n'était pas par hasard que nous étions devenus plus compétitifs que les Allemands, c'est parce qu'on avait pratiqué pendant beaucoup d'années ce qu'on appelait la désinflation compétitive, ce qui voulait dire essayons de retrouver le plus haut niveau possible de compétitivité en pratiquant la modération de nos propres coûts. Tout combiné, augmentation de traitements et salaires, augmentation et progrès de productivité. C'est ce que les Allemands ont fait depuis la création, depuis avant la création de l'euro jusqu'à maintenant. Et évidemment, ça leur a donné
le plein emploi, un remarquable niveau de plein emploi, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème. On a tous des problèmes et on peut revenir d'ailleurs sur le phénomène du nationalisme, protectionnisme, anti-immigration, etc., qu'on a déjà évoqué, parce que je crois que c'est un phénomène majeur dans tous les pays avancés. Il explique le Brexit, il explique Trump, il explique ce qui se passe en Europe, même si, heureusement, il ne s'identifie pas à un mouvement anti-européen et anti-euro. Dernière question de la part du public. Bonjour Monsieur Trichet, merci beaucoup d'être venu ce soir dans notre école. Moi c'est une question un peu plus, je dirais, pas drôle, mais qui parle plus de votre expérience personnelle. Je suppose qu'au cours de votre magnifique carrière, vous avez plein d'anecdotes à nous raconter, mais si vous en aviez une, ça serait laquelle? Je suppose que vous avez rencontré plein de chefs d'État, il y a des situations un peu critiques auxquelles vous avez été confrontés. S'il y en avait une situation un peu pas drôle, enfin originale, dont vous vous souvenez et que vous raconteriez aujourd'hui? Oui. D'abord, il y a des journalistes dans la salle? Non? C'est sûr? Je peux compter sur votre discrétion absolue? Oui ou non? Non, la situation la plus cocasse, c'était dans un Conseil européen, où il y avait donc tous les chefs d'État et de gouvernement, et où la question s'était posée par Van Rompuy de savoir si et comment on allait organiser, enfin, il allait lui-même, en tant que président du Conseil européen, organiser les futures réunions du Conseil d'ici la fin de l'année. On était plutôt au début de l'année. Alors, il expliquait, il va falloir qu'on ait un Conseil, bien entendu, sur la politique étrangère de l'Union européenne, qu'on ait un Conseil européen sur les questions de technologies nouvelles, etc. Puis le Conseil régulier, où on passe tout en revue. Puis un Conseil spécial sur la zone euro, qui intéresse quand même tout le monde. Donc on commencerait avec tous les membres de l'Union européenne, et puis ensuite ce seraient les membres de la zone euro, etc., etc. Il continuait comme ça, en soulevant des protestations absolument véhémentes de la part de beaucoup de chefs de gouvernement, le plus véhément étant le Premier ministre suédois, disant mais vous ne comprenez pas, moi je suis dans une vraie démocratie. Dans une vraie démocratie, on a besoin d'aller prendre ces instructions au Parlement. Donc je dois aller au Parlement, donner l'agenda, l'ordre du jour du Conseil européen, expliquer ce que je m'apprête à faire, entendre ce que les parlementaires estiment que je devrais dire et faire, et ensuite, alors, une conclusion est tirée, et j'ai mes instructions du Parlement européen. Mais après le Conseil, je retourne au Conseil européen pour dire, ben voilà ce qui s'est passé, je vous donne des explications, j'avais dit ceci, j'avais dit cela, et tout n'a pas marché comme je l'aurais voulu, c'est bien normal, ce sont des décisions collégiales. Et puis, vous aviez 3 ou 4 autres démocratie exemplaire, enfin Premier ministre ou Président dans des démocraties exemplaires expliquant qu'une réunion à Bruxelles, ça voulait dire en réalité 3 réunions au moins, et qu'il était totalement exclu qu'on puisse avoir autant de réunions. Et c'est à ce moment-là, un Premier ministre intervient et dit: mes chers collègues, je ne comprends absolument pas. Vous me dites que vous trouvez que venir à Bruxelles est très compliqué, très laborieux, mais il y a un moyen très simple de régler le problème. Je dis ça, évidemment, à un moment où ça devient extraordinaire de dire des choses pareilles. Et il a dit: mais vous venez avec votre petit ami. Où est le problème? Vous êtes à Bruxelles? Naturellement, il y a le Conseil européen qui n'est pas particulièrement rigolo, mais en plus, vous avez votre petit ami. Vous avez deviné, naturellement, de quel chef de gouvernement il s'agissait. C'est vrai.
Et ça a plongé dans une stupéfaction incroyable tous les chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels un certain nombre de dames, et qui s'étouffaient tous dans leurs mouchoirs, et on ne savait pas s'ils pleuraient ou s'ils riaient. Voilà l'anecdote que je vous ai donnée. Juste pour conclure, j'aimerais vous poser une ultime question. Vous êtes en face de jeunes étudiants en école de commerce. Certains ont foi en l'avenir, d'autres moins. Quel est votre message d'espoir face à une jeunesse parfois en perte de repères? Alors, d'abord, je serais plus optimiste que vous. Je doute que cette jeunesse soit en perte de repères, franchement. Mais non, ce que je vous dirais, c'est que, et là je crois, enfin écoutez bien ce que je vais vous dire, et puis on se retrouve, enfin vous aurez peut-être la mémoire de ce que je vous dis dans 40 ans, dans 50 ans, vous allez vivre dans un roman de science-fiction. Voilà, c'est l'impression que j'ai, si vous voulez. J'ai l'impression, moi, quand je compare ce qu'était l'état de la société, du monde, des relations entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, ce qu'était la science à l'époque où j'avais votre âge, ce qu'étaient certains objets comme ça. Ça, vous voyez, c'était un objet de science-fiction. J'ai entendu parler de ça en lisant, quand j'avais 20 ans, un roman dans lequel il y avait un machin comme ça qu'on pouvait transporter, qui vous donnait accès à tout le savoir du monde, si vous aviez la bonne méthode, à toute la capacité de calcul possible, et qui en plus vous permettait d'avoir de la traduction automatique, etc. Enfin, bon, bref, tout ça, c'était pour moi inimaginable. C'était de la science-fiction. Donc j'ai vu tout au long de ma vie, si vous voulez, arriver des événements complètement imprévisibles. Sur le plan historique, par exemple, j'étais totalement convaincu, évidemment, que l'Union soviétique ne pouvait pas être démantelée. Or, au cours de ma carrière, je me suis retrouvé en face de Gorbatchev, en train de négocier le rééchelonnement de la dette de l'Union soviétique, qui elle-même était en train de se volatiliser. La division, si vous voulez, la matrice nord, sud, est, ouest, était une matrice qui apparaissait, quand j'avais votre âge, tout à fait stable. Il allait de soi qu'il y avait les pays en développement, comme je l'ai déjà dit, et puis les pays riches, développés, et puis qu'il y avait l'Est et l'Ouest, et l'équilibre de la terreur. Moi, je vivais avec l'équilibre de la terreur. On sait qu'en effet, le système n'est stable que parce qu'on peut s'annihiler mutuellement. Bon. Tout ça a été bouleversé d'une manière inimaginable dans ma vie. Je parlais de la science. À l'époque, on considérait la dérive des continents, et j'étais dans une école d'ingénieurs, comme étant une hypothèse parmi d'autres, mais pas l'hypothèse avérée, déjà totalement avérée. On n'avait pas découvert le rayonnement universel à 3 degrés Kelvin qui donne au Big Bang une crédibilité scientifique considérable. Donc le Big Bang était une hypothèse, mais l'hypothèse la plus vraisemblable, enfin considérée comme la plus crédible, était celle du steady state, c'est-à-dire d'un univers se reproduisant lui-même. C'était ce à quoi Einstein, par exemple, croyait quand il avait développé la théorie de la relativité généralisée. Vous voyez ce que j'avais en tête quand j'avais votre âge. Bon, tout a été bouleversé de manière incroyable, généralement d'ailleurs pour le mieux et pas pour le pire dans ma vie. La seule chose qui a été vraiment pire, c'est le terrorisme au niveau que nous avons connu. Ça, c'est un élément qui fait partie du pire. Pour tout le reste, j'ai plutôt vécu, j'ai eu la chance, finalement, d'être dans un roman de science-fiction qui était positif. Vous êtes dans un roman de science-fiction.
les transformations du monde auxquelles vous allez assister sont inimaginables. Les transformations de la science et de la technologie auxquelles vous assistez sont inimaginables. Ceux qui disent qu'il va y avoir une disruption énorme qu'ils appellent la singularité, vous savez, le moment où l'intelligence artificielle se met à être vraiment à dépasser l'intelligence humaine et où on peut imaginer qu'il y ait des phénomènes de conscience, même au niveau des machines. Tout ça, c'est déjà plus ou moins virtuel dans la Silicon Valley. Vous avez des tas de gens qui croient dur comme fer que tout ça va arriver. Je ne sais pas si ça va arriver. Mais si cela n'arrive pas, autre chose arrivera, qui de toute manière sera bouleversant. Donc, préparez-vous à à l'imprévu. Et même la technologie peut nous trahir, là. À l'imprévisible, à l'imprévu. Préparez-vous à tout. Intellectuellement, il faut se préparer à tout. J'espère, comme pour moi, que ce sera vous préparer au meilleur. Je reste très, très optimiste, personnellement, sur les progrès de la science et de la technologie. J'ai omis un immense pan qui est incroyable, c'est la cosmologie. C'est la conception que nous avons aujourd'hui de l'univers, qui était d'une naïveté totale quand j'avais votre âge, et qui apparaît maintenant comme étant d'une incroyable complexité. L'idée des univers multiples est une idée qui est accréditée maintenant auprès de la quasi-totalité des savants. Donc, vous voyez, je ne crois pas que les choses vont s'arrêter. Elles vont continuer à nous étonner, à vous bouleverser. Et donc, encore une fois, préparez-vous à l'imprévu, à l'imprévisible. Et je suis sûr que c'est ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup, Monsieur Trichet, pour cette conférence. Merci pour ces messages d'espoir, pour ces messages, pour tout ce que vous nous avez dit. C'était très enrichissant et je pense que tout le public de TBS vous en remercie. Alors, on va quand même remercier Nicolas, Vincent et Aymeric pour avoir animé cette conférence. Vincent et Aymeric, c'était leur première fois, donc applaudissez-les aussi quand même tous. Voilà, et merci à vous, cher public, chers TBSiens, d'être venus ce soir en masse. On est très très fiers de pouvoir vous faire partager ces moments, surtout quand en plus on sait que vous pouvez être tentés par d'autres événements le soir. Donc surtout, j'espère que ce moment vous a plu et on vous retrouve très très vite pour de nouvelles choses organisées par les RDVC. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Monsieur Trichet, pour cette conférence. Merci pour ces messages d'espoir, pour ces messages, pour tout ce que vous nous avez dit. C'était très enrichissant et je pense que tout le public de TBS vous en remercie. Alors, on va quand même remercier Nicolas, Vincent et Aymeric pour avoir animé cette conférence. Vincent et Aymeric, c'était leur première fois, donc applaudissez-les aussi quand même tous. Voilà, et merci à vous, cher public, chers TBSiens, d'être venus ce soir en masse. On est très très fiers de pouvoir vous faire partager ces moments, surtout quand en plus on sait que vous pouvez être tentés par d'autres événements le soir. Donc surtout, j'espère que ce moment vous a plu et on vous retrouve très très vite pour de nouvelles choses organisées par les RDVC. Merci à vous tous.